Bienvenue dans The Deep Dive. Prêt pour une exploration fascinante, là où chaque couleur, chaque mot, chaque petit détail peut influencer nos choix. Oui, On plonge aujourd'hui dans l'univers du marketing et de la psychologie. passionnant. Et on va se concentrer sur le marché français, voir comment ces stratégies s'appliquent ici. Exactement. C'est un terrain où la théorie et la pratique se rencontrent. On va décortiquer comment les entreprises françaises utilisent la psychologie pour comprendre et influencer les comportements des consommateurs. Et pour cette exploration, on a un cocktail de sources assez intrigant. Des recherches universitaires, des études de cas marketing et même des exemples concrets de campagnes. Ah oui, des campagnes qui ont marqué les esprits. On va décortiquer tout ça ensemble. D'ailleurs, on peut commencer par l'évolution du paysage marketing. Le contexte économique et socioculturel français, il a beaucoup changé ces dernières années. Oui, avec la mondialisation, l'arrivée de l'euro, les modes de vie en constante évolution. Exact. C'est bien résumé dans l'article de Keferova, le rôle de la psychologie dans le marketing moderne. On y voit comment ces changements-là ont obligé les entreprises à s'adapter. Absolument. Prenez IKEA avec ses cuisines personnalisables ou Dell avec ses ordinateurs sur mesure. C'est une réponse directe à un consommateur français de plus en plus pressé qui recherche des solutions pratiques et personnalisées. Et cette personnalisation, elle va au-delà du produit lui-même. Le design, l'image de marque, ça joue un rôle crucial. Non, Ah, tout à fait. Le design, c'est un élément clé de différenciation. D'ailleurs, Keferova souligne que la marque est source de valeur pour qui la possède et l'exploite. Investir dans le développement de sa marque, c'est devenu essentiel pour fidéliser les clients. Parlant de fidélisation, il y a des techniques marketing qui vont bien au-delà de la publicité traditionnelle. Je pense à des exemples comme le jeu de capsule Coca-Cola mentionné dans l'article de Keferova. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez de ça? Oui. Ou encore le programme communautaire de Nike. Détaillé dans l'article, l'influence des groupes sociaux sur les décisions d'achat. Ce sont des exemples de marketing expérientiel, engageant, qui visent à créer des interactions mémorables. Le marketing de guérilla aussi. Surprendre les consommateurs avec des actions inattendues, souvent à petit budget. Oui, mais attention. Ouais. Il faut une planification minutieuse pour que ça fonctionne. Ah oui, chaque interaction, elle doit résonner avec le public cible. Et ça, c'est particulièrement vrai en France. Oui, les consommateurs français sont réputés pour leur sens critique. Maintenant, si on s'aventure au cœur de la psychologie, comment le marketing français cible nos sens, nos émotions? Keferova détaille un processus perceptif en 2 étapes, sensoriel puis cognitif. C'est ça. D'abord, on perçoit un produit à travers nos sens. Ensuite, le cerveau, il donne un sens à cette information sensorielle, en fonction de nos connaissances, de nos expériences. Et c'est là que le marketing multisensoriel entre en jeu. Ah, le marketing multisensoriel. Parlez-moi de l'utilisation des couleurs, par exemple. C'est tellement puissant. Et les significations, elles varient d'une culture à l'autre. Absolument. En France, le bleu s'est souvent associé à la confiance, à l'harmonie, comme l'explique Eva Heller dans son livre Psychologie de la couleur, cité par Keferova. Le rouge s'est perçu comme énergique, stimulant, tandis que le vert, lui, évoque le naturel, la santé. Les marques françaises, elles utilisent ces associations pour créer des réponses émotionnelles spécifiques. Fascinant. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer l'impact du numérique. Le e-marketing est devenu incontournable pour atteindre les consommateurs français. Tout à fait. Keferova, d'ailleurs, souligne que les consommateurs français se fient de plus en plus aux avis en ligne, pour leurs décisions d'achat. Ce qui signifie que se démarquer dans cet espace numérique, c'est crucial. Comment les marques françaises peuvent-elles y parvenir? La clé, c'est de bien comprendre la psychologie du consommateur. La conception du site web, l'expérience utilisateur, la publicité ciblée, tout doit être optimisé. Keferova met en lumière des recherches fascinantes sur le comportement de recherche des consommateurs et la conception de sites web. Et n'oublions pas le pouvoir de la suggestion et de l'influence sociale. L'article « L'influence des groupes sociaux sur les décisions d'achat » regorge d'exemples, comme le marketing d'influence, les mentions de célébrités. Effectivement, les consommateurs sont en quête de repères, surtout face à une multitude de choix. Les marques françaises utilisent des images aspirationnelles, la preuve sociale, pour créer du désir. C'est fascinant comment la psychologie des foules entre en jeu. L'article mentionne le phénomène de désindividuation. Vous savez, cette tendance à se fondre dans la masse et à agir différemment en groupe. Exactement. Les magasins français, par exemple, créent un sentiment d'excitation, d'urgence, en mettant en avant la popularité d'un produit, sa disponibilité limitée. C'est une manière de jouer sur la peur de manquer quelque chose. Et certaines techniques marketing exploitent nos insécurités, nos angoisses. Par exemple, certains produits minceurs utilisent un langage et des images qui jouent sur nos complexes. N'est-ce pas un peu limite éthiquement?
C'est une question importante. Certaines techniques marketing peuvent effectivement franchir la ligne rouge. Prenez la psychologie de la réactance. Quand on nous restreint notre liberté de choix, on a tendance à réagir, en voulant l'affirmer encore plus. Ah oui, comme les éditions limitées. On se sent obligé d'acheter rapidement, de peur de rater une occasion unique. Précisément. Et puis, il y a l'utilisation d'images suggestives, de messages subliminaux en publicité. C'est souvent subtil, mais c'est conçu pour créer un sentiment d'attrait et de désir. C'est vrai, les marques françaises puissent souvent dans nos désirs inconscients pour rendre leurs produits plus attrayants. Bon, si on passe à un aspect plus concret, parlons de la psychologie des prix. L'article « L'influence des groupes sociaux sur les décisions d'achat » mentionne des concepts comme le prix rompu, le prix barré. Ah oui, ces petites astuces psychologiques qui influencent notre perception de la valeur. Exactement. Les marques, elles manipulent les prix et leur présentation pour rendre les produits plus attractifs. Par exemple, créer l'illusion de faire une bonne affaire ou de s'offrir un produit exclusif. Et n'oublions pas l'ancrage. Le prix initial d'un produit peut influencer notre perception de la valeur des autres produits similaires. C'est ça. Les marques utilisent souvent des articles à prix élevé pour ancrer la perception de la valeur, rendant les articles moins chers plus attractifs en comparaison. C'est astucieux, mais aussi un peu manipulateur quand on y pense. Mais bon, c'est le jeu du marketing, non ? Créer des perceptions, influencer les choix. Et fidéliser les clients ciblés. N'oublions pas le rôle du renforcement et de la récompense. L'article « L'influence des groupes sociaux sur les décisions d'achat » aborde les programmes de fidélisation. Ah oui, les fameuses cartes de fidélité, les points, les réductions. C'est la psychologie du conditionnement opérant en action. Les marques utilisent ces principes pour encourager les achats répétés. La clé, c'est de comprendre des motivations, les préférences individuelles. Les récompenses doivent être alignées sur les valeurs, les désirs du public cible. Avant de conclure cette première partie de notre exploration, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qu'on a vu jusqu'ici ? Ce qui me fascine, c'est la puissance du subconscient dans les décisions d'achat. Couleurs, images, mots, tout peut déclencher des réactions émotionnelles qui influencent nos choix, sans qu'on en soit conscient. C'est vrai, c'est un jeu subtil d'influence qui se joue dans nos esprits. Et pour nos auditeurs, le message clé, c'est « Soyez conscients de ces tactiques ». Plus on est informé, plus on est en mesure de faire des choix éclairés. Exactement. La connaissance, c'est le pouvoir. Et dans ce cas précis, ça peut nous aider à naviguer dans le monde complexe du marketing. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de notre Deep Dive. On reprend notre exploration du marketing et de la psychologie. Prêt pour une nouvelle plongée dans les stratégies des marques françaises. Carrément dans Marc. J'ai hâte de voir comment les marques françaises exploitent nos désirs, nos complexes, pour nous influencer. On en parlait un peu tout à l'heure, mais l'article « L'influence des groupes sociaux sur les décisions d'achat » détaille ça en profondeur. Oui, cet article est très intéressant. Il mentionne par exemple l'anxiété face à la mort. Comment ce sentiment peut influencer nos comportements de consommation. C'est vrai, on n'y pense pas forcément. Mais l'idée de notre propre finitude, ça peut nous pousser à rechercher des produits, des expériences qui nous donnent l'impression de vivre pleinement, de laisser une trace. Exactement. Et les marques l'ont bien compris. On le voit dans le marketing, des produits de santé, du luxe, du tourisme. Promouvoir l'art de vivre et profiter de chaque instant, ce sont des arguments de vente puissants. L'article parle aussi de l'estime de soi et comment la consommation peut l'influencer. S'offrir un produit de luxe, une expérience exclusive, ça peut nous donner l'impression d'être plus important, plus désirable. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la consommation ostentatoire. On achète des produits non seulement pour leur valeur intrinsèque, mais aussi pour le statut social qu'ils représentent. Un peu comme un jeu de signaux sociaux. On affiche notre réussite, notre appartenance à un groupe, voire de supériorité. Exactement. Et les marques de luxe excellentes dans ce domaine. Elles créent un univers d'aspiration, de raffinement, d'exclusivité qui attire les consommateurs en quête d'affirmation personnelle. Et puis, il y a la dimension sexuelle en publicité. L'influence des groupes sociaux sur les décisions d'achat n'y va pas par 4 chemins. Voyeurisme, exhibitionnisme, narcissisme. Tout y passe. C'est un terrain glissant, c'est clair. Mais il est indéniable que la sexualité est un moteur puissant. De l'attention, du désir. Les publicitaires l'utilisent souvent de manière subtile, suggestive, pour rendre leurs produits plus attractifs. Décors parfaits, des situations romantiques, des sous-entendus érotiques. On crée une association positive entre le produit et le plaisir, la séduction, la confiance en soi. L'objectif, c'est de faire appel à nos désirs les plus profonds, même inconsciemment. Mais attention, ça peut parfois franchir certaines limites éthiques. Oui, l'utilisation de la sexualité en publicité, c'est un sujet sensible, surtout lorsqu'elle est stéréotypée, objectivante.
Les marques françaises ont une responsabilité sociale à ce niveau-là. Absolument. Il faut trouver un équilibre Hmm. entre l'attractivité et le respect des valeurs sociales. Bon. Et si on parlait de l'influence sociale, c'est un autre aspect fascinant de la psychologie du consommateur. Oui, l'influence des groupes sociaux sur les décisions d'achat mentionne l'effet de groupe, la pression de conformité. On a tendance à suivre les tendances, à vouloir faire comme les autres, à appartenir à un groupe. C'est un phénomène profondément ancré en nous. On se sent rassuré, validé, en agissant comme les autres. Et les marques savent très bien exploiter ça. On voit beaucoup de publicités qui mettent en scène des groupes d'amis qui s'amusent, des témoignages de personnes comme nous qui recommandent un produit, des slogans qui insistent sur la popularité d'une marque. C'est une manière de créer un sentiment d'appartenance, de nous convaincre que tout le monde le fait, qu'on ne veut pas être out. Et ça marche là. Pensez aux réseaux sociaux, aux influenceurs, aux tendances virales. Tout cela repose sur notre besoin d'être connecté, d'être un, de faire partie de la conversation. L'influence sociale est devenue une force majeure dans le marketing moderne, amplifiée par les réseaux sociaux, la culture numérique. C'est vrai. D'un côté, ça peut nous aider à découvrir de nouveaux produits, à partager nos expériences, à créer des communautés. Mais de l'autre, ça peut aussi nous pousser à acheter des choses dont on n'a pas besoin, à nous conformer à des normes sociales artificielles, à nous sentir insatisfaits. Il faut être conscient de ces mécanismes d'influence et faire nos propres choix en fonction de nos valeurs, de nos besoins. Tiens, en parlant de choix, il y a un concept intéressant qu'on pourrait aborder, la réactance psychologique. Ah oui, on en a parlé un peu tout à l'heure. L'article la décrit comme une réaction à la restriction de notre liberté de choix. On n'aime pas qu'on nous dise quoi faire et on a tendance à vouloir réaffirmer notre indépendance. Exactement. Et les marques peuvent utiliser ce principe à leur avantage. Par exemple, en créant un sentiment de rareté, d'urgence. Elles stimulent notre envie d'acheter un produit avant qu'il ne soit plus disponible. La fameuse technique du « il n'en reste que quelques-uns ». On se sent obligé d'agir vite, de peur de rater une occasion unique. Précisément. C'est très efficace pour booster les ventes, surtout pour les produits de collection, les éditions limitées, les promotions à durée limitée. Et puis, il y a le pouvoir du mot « gratuit ». On est naturellement attiré par les choses gratuites, même si on n'en a pas vraiment besoin. C'est un levier psychologique très puissant. Les marques l'utilisent souvent, sous forme d'échantillons gratuits, de cadeaux promotionnels, de concours, de programmes de fidélité. C'est une manière de nous faire essayer un produit, de créer une association positive avec la marque et de nous inciter à acheter plus. Exactement. Le mot « gratuit » déclenche un sentiment de gain, de satisfaction, même si la valeur réelle du produit est minime. Bon, parlons maintenant d'un aspect crucial du marketing, le prix. L'article « L'influence des groupes sociaux sur les décisions d'achat » mentionne plusieurs effets psychologiques liés à la tarification. En effet, le prix, ce n'est pas seulement une question de valeur économique. C'est aussi un signal psychologique fort. Il peut influencer notre perception de la qualité, du prestige, de l'exclusivité. L'article mentionne le prix rompu, un prix légèrement inférieur à un nombre rond. Par exemple, 9,89 € au lieu de 10 €. C'est une technique très courante qui a un impact surprenant sur notre perception. Notre cerveau a tendance à se focaliser sur le premier chiffre. Donc 9,99 € est perçu comme beaucoup moins cher que 10 €, même si la différence est minime. Il y a aussi le prix barré, qui consiste à afficher un prix initial plus élevé, barré, à côté du prix réel, en promotion. On a l'impression de faire une bonne affaire. Exactement. Cette technique joue sur notre aversion pour la perte. On est content d'avoir économisé de l'argent, même si on a peut-être payé le prix normal du produit. Et puis, il y a l'effet d'ancrage, qui est fascinant. Notre perception du prix d'un produit peut être influencée par le prix d'autres produits similaires, même s'ils ne sont pas directement comparables. Oui, par exemple, si on voit un smartphone haut de gamme à 1500 €, un smartphone milieu gamme à 500 € nous paraîtra plus abordable, même si ce prix est encore élevé. C'est incroyable comment notre perception du prix peut être manipulée par des facteurs psychologiques. Les marques sont vraiment des experts pour exploiter ces biais. Absolument. C'est pourquoi il est important d'être conscient de ces techniques et de prendre du recul. Avant de faire un achat impulsif, est-ce qu'on achète ce produit parce qu'on en a vraiment besoin à tuer ou parce qu'on est influencé par des facteurs psychologiques? C'est une excellente question à se poser. Et ça nous amène à notre prochain sujet, la fidélité à la marque. Comment les entreprises peuvent-elles créer un lien durable avec leurs clients, au-delà des simples transactions? C'est un défi de taille dans le monde du marketing actuel, où les consommateurs ont accès à une multitude de choix et sont bombardés de publicités. Mais il existe des stratégies qui ont fait leurs preuves. L'influence des groupes sociaux sur les décisions d'achat mentionne les programmes de fidélisation,
qui récompense les clients réguliers, avec des points, des réductions, des cadeaux. C'est efficace pour encourager les achats répétés. Mais ça ne suffit pas toujours à créer une véritable fidélité à la marque. Il faut aller au-delà. Des récompenses matérielles. Alors, comment créer une connexion émotionnelle avec les clients? Il faut construire une relation de confiance, de respect, de compréhension mutuelle. Communiquer de manière authentique, transparente, empathique. Offrir une expérience client exceptionnelle à chaque point de contact. Écouter attentivement les clients, comprendre leurs besoins, leur proposer des solutions personnalisées, les faire se sentir valorisés, appréciés. Exactement. La fidélisation des clients, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut investir du temps, des efforts, des ressources pour construire une relation solide, durable. Et ça passe aussi par la création d'une identité de marque forte, qui représente des valeurs auxquelles les clients peuvent s'identifier. Absolument. Les marques qui ont une vision claire, un message inspirant, une personnalité authentique, ont plus de chances de fidéliser leurs clients. Elles créent une communauté autour de leurs valeurs, de leurs produits, de leur mission. C'est passionnant de voir comment le marketing et la psychologie s'entremêlent pour influencer nos décisions d'achat, nos perceptions, nos comportements. On a vraiment plongé dans les profondeurs de ce sujet aujourd'hui. Et on a encore beaucoup à explorer. Dans la troisième partie de notre Deep Dive, on va se pencher sur l'avenir du marketing et de la psychologie, et comment ces deux disciplines vont continuer à s'influencer mutuellement. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Chers auditeurs, on se retrouve très vite pour la conclusion de notre exploration. On est de retour pour la dernière partie de notre Deep Dive. On a décortiqué les stratégies marketing actuelles, on a vu comment les marques françaises exploitent nos biais psychologiques, et maintenant, place à l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend dans ce domaine en constante évolution? Une chose est sûre, la technologie va jouer un rôle de plus en plus important. L'intelligence artificielle, le big data, la réalité virtuelle. Ces innovations ont le potentiel de révolutionner la façon dont les marques interagissent avec nous. Imaginez des publicités personnalisées en temps réel, basées sur nos émotions, nos comportements, nos préférences du moment. Ça donne le vertige, non? Oui, l'IA peut analyser des montagnes de données pour créer des profils psychologiques ultra précis de chaque consommateur. C'est fascinant. Mais ça soulève aussi des questions éthiques importantes. Justement, où se situe la limite entre personnalisation et intrusion? Entre persuasion et manipulation? C'est un débat qui va devenir de plus en plus crucial. Absolument. Les marques françaises, comme toutes les autres, vont devoir faire preuve de responsabilité en utilisant ces nouvelles technologies. La transparence, le consentement éclairé, la protection des données personnelles, tout ça va être essentiel. D'ailleurs, l'article Kefferova, le rôle de la psychologie dans les marketing modernes, insiste sur l'importance de l'éthique. Il ne s'agit pas seulement de vendre à tout prix, mais de construire des relations durables avec les clients, basées sur la confiance et le respect. Tout à fait. Les consommateurs français sont de plus en plus sensibles à ces questions. Ils sont moins crédules face aux techniques marketing et recherchent des marques authentiques, transparentes, engagées pour des causes qui leur tiennent à cœur. On parle beaucoup du marketing purpose-driven, qui consiste à aligner la mission d'une entreprise avec des valeurs sociales ou environnementales. Les consommateurs veulent acheter des produits qui ont un impact positif sur le monde. C'est une tendance de fond qui va s'accentuer dans les années à venir. Les marques ne peuvent plus se contenter de vendre des produits, elles doivent aussi raconter des histoires, incarner des valeurs, inspirer leurs clients. Et pour ça, il faut une compréhension fine de la psychologie du consommateur. Quelles sont ses motivations profondes, ses aspirations, ses frustrations, ses valeurs forces? Exactement. Le marketing de demain sera de plus en plus centré sur l'humain, sur la création de connexions émotionnelles, sur la construction de communautés autour de valeurs partagées. Ça me fait penser au neuromarketing, qui utilise des techniques d'imagerie cérébrale pour étudier les réactions des consommateurs face aux stimuli marketing. On peut voir ce qui se passe dans leur cerveau quand ils sont exposés à une publicité, un produit, une marque. C'est une approche fascinante, mais encore controversée. Certains y voient une intrusion dans l'intimité des consommateurs, tandis que d'autres y voient un outil puissant pour créer des campagnes marketing plus efficaces et respectueuses de la psychologie humaine. Il y a toujours un risque de dérive quand on utilise des technologies aussi puissantes. Mais le neuromarketing a le potentiel de nous éclairer sur les mécanismes inconscients qui influencent nos décisions. Et ça nous ramène à l'importance de l'éthique. Plus on en sait sur le fonctionnement du cerveau humain, plus on a le pouvoir de l'influencer. Il est donc crucial d'utiliser ces connaissances de manière responsable au service du bien commun. Voilà une excellente conclusion à notre exploration du marketing et de la psychologie. C'est un domaine passionnant, complexe, qui soulève des questions importantes sur la nature humaine, la société, l'éthique.
Merci de m'avoir invité pour cette plongée dans l'univers fascinant du marketing et de la psychologie. J'espère que nos auditeurs ont apprécié le voyage. Merci à vous pour vos analyses BHG. Et à nos auditeurs, on vous invite à poursuivre la réflexion. Comment le marketing et la psychologie façonnent-ils votre quotidien? Quelles sont les limites à ne pas franchir à vouloir? On vous laisse méditer sur ces questions. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.